Doit-on obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Pour en parler, nous avons avec nous le docteur Valérie Briol. Bonjour. Bonjour, merci, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin, présidente de l'URPS. L'URPS, c'est l'Union régionale des praticiens... Des professionnels de santé. Des professionnels de santé. Alors c'est médecins et ça se décline chez kinés, infirmières, pharmaciens, etc. D'accord. Il y a des URPS. Tous les professionnels de santé. Donc c'est très intéressant parce que le partage des soins, si j'ai bien compris, le partage des soins est peut-être l'une des solutions pour lutter contre ces déserts médicaux. Avec nous, Gilles Noël, qui est membre du conseil d'administration de l'Association des maires ruraux de France. Gilles Noël, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Nous appellerons tout à l'heure Raphaël Prénaud, qui représentera les internes en médecine générale, et puis Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne et créateur d'un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale afin de trouver des solutions rapides et concrètes pour lutter contre la désertification médicale. Mais qu'est-ce qu'un désert médical? Qu'est-ce qu'un désert médical, Gilles Noël? C'est quoi un désert médical? Je suis pas sur des attendus comme le désert au sens noble du terme, le désert de Gobi ou autre. Oui. On est plutôt dans des situations où l'accès aux soins... Pénurie de médecins, accès aux soins difficiles. Le parcours du soin des patients, alors les grands, les petits, les personnes âgées, est rendu tellement difficile que du coup, c'est la débrouille qui doit se mettre en place. Je ne trouve pas de médecins généralistes, je ne trouve pas de médecins spécialistes. Enfin, je parle même pas des spécialistes, hein, parce que... Oui, alors il faut juste que vous ayez en tête, c'est qu'il n'y a pas que le médecin qui opère, si je puis m'exprimer ainsi, sur nos territoires ruraux. Vous avez aussi toutes ces professions de santé qui, elles, effectivement, sont peut-être plus présentes aujourd'hui, mais ça dépend quand même des endroits. Et vous avez les centres hospitaliers, chez nous, sont des centres hospitaliers de proximité, notamment avec des services d'urgence. Quand les agences régionales n'ont pas fermé ces services ou limité leur accès, qui nous permettent de trouver des réponses plus ou moins adaptées, puisque la clé d'entrée étant le médecin dans le parcours de soins des patients. C'est vrai que c'est un réel souci, et ça s'aggrave, Monsieur Bourdin, depuis ces 30 dernières années. Ben oui, ça s'aggrave. On va en parler avec vous, docteur, ça s'aggrave. Mais qu'est-ce qu'un désert médical, Félix Mathieu? Où sont les déserts médicaux? Eh bien, 2/3 des bassins de vie se trouvent en zone rurale, se trouvent sous-dotés. Un médecin généraliste y couvre 30 km² contre 5 km² en zone urbaine, selon l'Association des maires ruraux de France. Elle estime aussi qu'il manque plus de 6000 généralistes si on voulait atteindre partout l'objectif d'un médecin pour 1000 habitants. 6 millions de Français n'auraient pas de médecin traitant, soit quasiment 10% du pays. 6 millions aussi vivent à plus d'une demi-heure du premier service d'urgence. Plus de 4% de la population aussi vivrait à au moins 3/4 d'heure de route du premier ophtalmo, gynécologue ou pédiatre. Alors cela peut varier beaucoup au sein d'un même département, mais ces déserts médicaux sont particulièrement nombreux dans le centre et le nord-ouest du pays, et même parfois en zone urbaine comme en Île-de-France, où 2 millions d'habitants manqueraient de médecins, surtout dans les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, mais aussi par exemple dans le 18e arrondissement de la capitale, une ville par ailleurs bien mieux lotie pourtant que la moyenne. Voilà, il y a des inégalités, des différences. Docteur Valérie Briol, vous connaissez bien l'Île-de-France. Oui, déjà sur de quoi on parle, il y a la démographie médicale et il y a l'accès aux soins. Et ça n'évolue pas forcément parallèlement. Évidemment, l'Île-de-France est la région qui contient le maximum de médecins en nombre. Or, c'est la première en difficulté d'accès aux soins selon les zonages de l'ARS. Donc, sur des indices qui composent la durée d'accès à un rendez-vous, le nombre de médecins, les difficultés rencontrées. Donc, on a, nous, 96% de notre territoire qui est en zone d'accès difficile aux soins. 96% du territoire en Île-de-France. Donc, de dire on va prendre un médecin dans une région sous-dotée pour mettre dans une autre région sous-dotée ou un petit peu moins sous-dotée, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Il y a un chiffre de ratio qui est donné. On fait de la coercition lorsque la population coercition, c'est l'obligation. Et pléthorique. Quand ça a été fait pour les pharmaciens, le ratio était de 7. C'est-à-dire entre les régions surdotées et sous-dotées, il y avait un différentiel de 7. Pour les médecins, c'est 0,5.
Donc il n'y a pas de sens. Bon, alors écoutez, il y a une réalité. Il n'y a pas de sens, il y a une réalité. Il y a des hommes, des femmes qui souffrent du manque de médecins, du manque de l'offre de soins. Voilà, je préfère. Du manque d'offres de soins. D'ailleurs, témoignez 0826 300 300. C'est votre cas dans votre région, dans votre village, dans votre commune. Allez-y, racontez-nous, dites-nous ce que vous vivez. Bien. Mais moi, je vais ouvrir le débat. Je vais ouvrir le débat. Alors, on va l'ouvrir de différentes façons. Quelle solution trouver ? Oui, alors nous, on a réfléchi parce que... Vous avez des solutions ? On en a beaucoup. Alors, vous avez beaucoup de solutions. Alors, il y en a plusieurs. Je vais parler dans un instant des internes en médecine, parce qu'il y en a. Il y a la coercition, l'obligation. Que pourrait-on faire ? Que pourrait-on faire ? Il faut rappeler que pour devenir médecin généraliste, il faut 9 ans d'études. Premier cycle, 3 ans. Deuxième cycle, qui est un externat de 3 ans. Et troisième cycle, un internat de 3 ans. Il y a une idée, inciter, obliger les internes à effectuer la 3e ou la 4e année. Externat, c'est 4 ans. C'est 4 ans l'externat, bon d'accord. Obliger l'interne, en fin d'apprentissage, à aller s'installer 1 an dans une zone qui est moins dotée en offre de soins. C'est une bonne solution ou pas, Alors, docteur ? Concernant les internes, pour moi, le point rouge qui s'allume phare, c'est que la nomination du nombre d'internes n'est pas en cohérence avec l'évolution de la dégradation de la démographie. C'est-à-dire, vous dites, on a perdu sur l'Île-de-France 20% des médecins en 10 ans. Et vu la moyenne d'âge, un médecin sur 2 a plus de 60 ans et 1 sur 4 plus de 65. Bon, mais donc si attendez, ça veut dire qu'il faut nommer plus d'internes. Et là, ce qui a été fait cette année, il faut doubler. Non, il faut demander à ce que le ministère adapte aux besoins du territoire le nombre d'internes, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, connaissant toute l'étendue des chiffres. Donc c'est ça qu'il faut faire en priorité. Donc on n'oblige pas les internes. Si vous avez très peu d'internes, vous pouvez les obliger d'aller à droite à gauche, ça ne va pas changer la face des choses. Et d'autre part, nos internes, ils sont épuisés. Ils ont traversé le Covid, ils sont... il y a un interne qui se suicide tous les 18 jours, mais personne ne le dit, ça. C'est incroyable. Oui. Il y a un abandon de 18% aussi des étudiants en médecine. Donc, les obliger, et nous, on pense que ça va retarder leur installation vers un cabinet. C'est ce que nous allons faire. Nous allons les appeler, les internes. Raphaël Prénaud, avec nous dans 2 minutes. Il est 11h12. Il est président de l'intersyndicale représentative des internes de médecine générale. Il va nous dire ce qu'il pense de cette solution. C'est une solution, parce que on a tout essayé quand même. Les incitations financières, le parrainage d'un potentiel successeur, des aides ponctuelles de médecins venus de zones sous-dotées. Enfin, on a essayé beaucoup de choses sans grand succès jusque-là. Donc, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Je parlais tout à l'heure du partage des soins, c'est peut-être la solution, l'une des solutions d'avenir. Nous sommes sur Sud Radio, oui, vous allez pouvoir vous exprimer, vous, le représentant des territoires ruraux. Il est 11h12, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Bien, il est 11h15, comment faire pour offrir des soins à toute la population d'une manière égale, avec une équité face aux soins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur les territoires français, malheureusement. Alors, Raphaël Prénaud est avec nous, et il est président de l'intersyndicale représentative des internes de médecine générale. Bonjour Raphaël Prénaud. Bonjour. Alors, il y a une solution, peut-être obliger les internes en dernière année de médecine, par exemple, de passer 1 an en zone de désert médical. Vous êtes pour ou contre ? Bon, on est absolument opposé à tout type d'obligation de ce type, tout simplement parce que déjà, ça ne résoudra pas les problèmes d'accès aux soins, mais en plus de ça, ça les aggravera au long terme, puisque c'est assurer une perte d'attractivité pour la médecine générale dans le futur. Et c'est faire en sorte que les jeunes médecins ne choisissent plus la médecine générale. Bon, alors comment inciter, vous êtes contre cette obligation, comment inciter les jeunes médecins à aller s'installer dans ces zones-là ? Mais tout simplement en prenant en compte leur vie de manière globale. Il faut se rendre compte qu'un interne de médecine générale qui sort
de cursus. Il a environ 30 ans. Il a pour beaucoup des enfants, un compagnon, une compagne. Enfin voilà, oui. Les aides financières telles qu'on les connaissait aujourd'hui, elles étaient insuffisantes parce qu'elles ne prenaient pas en compte l'aspect du projet de vie. Bon alors, mais concrètement, qu'aimeriez-vous ? Mais tout simplement qu'on puisse avoir des structures, par exemple à l'échelle d'un département, nous ce que l'on appelle un guichet unique, qui nous permettrait d'avoir des aides sur tout l'abord du projet de vie pour nous aider dans l'installation, ces choses-là, et ça n'existe pas aujourd'hui, ou alors ce sont des initiatives locales. Par exemple dans les Pyrénées-Atlantiques avec Présence Médicale 64 qui fonctionne très bien, mais ce n'est pas encore réparti. Donc des aides pour aller s'installer dans ces zones-là. Vous demandez des aides, non seulement financières, mais aussi des aides sociales, des aides, je sais pas moi. C'est des aides humaines, typiquement, oui. C'est avoir quelqu'un qui puisse, un interlocuteur qui connaît le territoire et qui peut nous aider à nous implanter dans ce territoire. Voilà. Personne ne le fait. Il n'y a pas aujourd'hui d'organismes. Trop des organismes locaux et c'est pas encore réparti partout sur le territoire. C'est vraiment ce guichet unique. Alors attendez, Gilles Noël, c'est vrai ? Oui, moi je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est-à-dire que la maille départementale est la bonne porte d'entrée pour tout ce qui est installation de professionnels de santé. Donc dans chaque département, il devrait y avoir un guichet en quelque sorte. Un guichet, une porte d'entrée. Le jeune médecin tape à la porte, pas que les médecins, M. Bourdin. Pas que les médecins, les professionnels de santé, les professionnels de santé, oui c'est vrai. En accord avec les collectivités locales que je représente, les mairies, on peut être à même d'abord d'expliquer ce qui se passe dans nos territoires. Il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a même du gaz. Vous avez qu'à voir. Mais au-delà de ça, des services qui existent. Chez nous, les gamins jusqu'à 12 ans, ce sont les rois dans nos villages. Ce sont les rois, les gamins jusqu'à 12 ans. Ils vont au centre social, ils vont à l'école, ils vont au sport, ils vont faire tout un tas de choses. Donc il y a une vie qui est organisée, un vivre ensemble, comme on dit. Et puis de l'autre côté, des accompagnements techniques, parce que quand ils arrivent, ils ont besoin de savoir où, quoi, et s'il y a des aides. Donc la notion d'accompagnement, je trouve que c'est une bonne idée, et la maille du département est pour moi la meilleure garantie de proximité. Alors justement, Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de la Mayenne, créateur d'un groupe de travail transpartisan à l'Assemblée nationale afin de trouver des solutions rapides et concrètes pour lutter contre la désertification médicale. Guillaume Garot, donc vous avez entendu le représentant des internes, il ne veut pas d'obligation. Guillaume Garot. Et pourtant, il faudrait bien trouver des solutions, parce que depuis des années, on a mis en place des incitations, on a fait des chèques. Aux nouveaux médecins pour aller s'installer dans les territoires qui en sont privés aujourd'hui de présence médicale. Pour autant, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que plus ça va, plus les choses s'aggravent. Et aujourd'hui, on voit bien Vous voulez dire par là que toutes les obligations financières, toutes les incitations jusque-là ne marchent pas bien, ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas des problématiques de répartition sur le territoire. C'est qu'il y a 10 ans, on avait 95 000 médecins généralistes, aujourd'hui on en a 85 000. La vérité, c'est que l'intégralité du territoire français est en zone sous-dense. On en a 87% qui est déclaré. Il n'y a pas assez de médecins, c'est ce que vous voulez dire. Formés. Et les études de l'adresse, elles sont claires. On va être en difficulté en nombre de médecins jusque dans les années 2035-2040. On a perdu 10 000 médecins généralistes en 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de médecins qui partent à la retraite que de médecins qui arrivent sur le métier. Pourquoi ? Parce qu'on paye le prix de 30 ans de politique de numerus clausus inefficace et délétère. Bon, mais Raphaël Prénaud, la situation ne va pas changer du jour au lendemain, puisque pour former un médecin, il faut du temps. Raphaël Prénaud, donc Guillaume Garot. Oui, parce que on peut contester la réalité, pourtant elle est là. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'il y a des territoires qui sont largement sous-dotés, pendant qu'il y a des territoires où il y a toujours, et tant mieux pour eux, des médecins à vouloir s'installer. Donc moi, la chose que je propose d'abord, c'est de dire on ne va plus autoriser l'installation d'un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, dans les zones où il y a suffisamment de médecins. Et il suffit de regarder une carte de France. Donc on interdit l'installation. Guillaume Garot, je reprends ce que vous proposez. Oui. On interdit l'installation d'un médecin dans une zone où il y a déjà beaucoup de médecins, trop de médecins. Vous connaissez, monsieur Garot, des zones surdotées ? Est-ce que je peux... Vous connaissez, attendez. des zones surdotées ?
Guillaume Garot. Je peux répondre. Oui. Est-ce que je peux expliquer les choses? Je dis simplement qu'on n'autorise plus l'installation d'un médecin généraliste ou spécialiste dans une zone où il y a déjà suffisamment de médecins, sauf s'il y a un départ à la retraite. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de dire, et c'est d'engager une discussion avec nos jeunes médecins pour dire, écoutez, quelle est la meilleure façon aujourd'hui de mieux répartir nos médecins à l'échelle nationale? Parce que ces disparités, elles existent, vous savez, entre le département le moins bien doté et le département le mieux doté en France en médecine générale, en présence de médecins généralistes, ça va de 1 à 3. Et lorsqu'on regarde les spécialistes, c'est beaucoup plus grave encore. Ça va de 1 à 18 entre la Creuse et Paris, par exemple, pour les ophtalmos. Et pour les dermatos, c'est la même chose entre l'Ariège, la Lozère par exemple, et Paris. Donc il faut bien trouver aujourd'hui des solutions. Pourquoi? Parce que, et comme l'a très justement dit l'interne qui s'exprimait tout à l'heure, c'est que plus ça va aller, plus les choses vont s'aggraver. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et des vraies solutions qui seront peut-être temporaires, mais qui sont nécessaires si on a en tête une logique d'intérêt général. Et je le crains, les logiques d'incitation ne suffiront pas. Ne suffiront pas. Raphaël Prénaud, alors Guillaume Garot, je vous coupe. Sans résultat. Bon, Guillaume Garot, je vous coupe. Raphaël Prénaud, dites-moi, la proposition de Guillaume Garot, vous êtes d'accord ou pas? Mais déjà, je pense qu'on ne partage pas le même constat. Parce non, que, mais d'accord, mais je veux pas, Raphaël Prénaud, je vous demande si vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition. Non, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Parce que les médecins généralistes sont déjà les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire. Et ça, c'est l'assurance maladie qui le dit, devant même les infirmiers et les pharmaciens qui sont des professions régulées à l'installation. C'est bien la preuve que la régulation à l'installation, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, entre les 10% de départements les plus dotés et les 10% de départements les moins bien dotés, il y a un rapport que de 1,7 pour les médecins généralistes. Pour toutes les autres professions de santé, le rapport il est supérieur à 2. C'est ça la réalité des faits. Oui, il y a la réalité des faits, Raphaël Prénaud, pardon de vous le dire, c'est qu'il y a des territoires où il n'y a pas de médecins. Hein. Oui, pardon. C'est partout en France où il n'y a pas de médecins. Non, c'est partout en France où il n'y a pas de médecins. C'est pas vrai. Bien sûr que si. Regardez par exemple, typiquement dans ma région. Bon. Moi, je viens du sud de Loire-Atlantique, la Vendée. La Roche-sur-Yon, c'est une zone qui n'est pas déclarée comme sous-dense officiellement. Les 10 à 15 km autour non plus. La vérité, c'est qu'il y a 8000 patients sans médecin traitant à La Roche-sur-Yon. Et que demain, en mettant en place le type de mesure que vous voulez mettre en place, Monsieur Garot, on dira aux 8000 patients sans médecin traitant de La Roche-sur-Yon, désolé, mais vous n'avez pas le droit d'avoir de nouveaux médecins qui alors, chez vous. Ah bon, Raphaël Prénaud, attendez, je vais donner la parole à Gilles Noël, qui représente les maires ruraux de France. Gilles Noël, Alors, juste pour dire, la référence qui vient d'être faite, c'est le temps médical. Effectivement, on a une génération de médecins qui, pour des raisons particulières sur lesquelles les hommes, les femmes font des choix de vie, sont pas du tout les mêmes que précédemment. Rappelez-vous, Monsieur Bourdin, quand vous étiez jeune, vous pouviez avoir votre médecin au téléphone. C'est comme ça. Donc, on a quand même des territoires, mais c'est des bassins de vie sur lesquels il faut se regarder. Autant il fallait regarder à l'échelle du département. Non, mais attendez, soyons précis. Pensons à ceux qui nous écoute. Aujourd'hui, il y a en France des zones où il n'y a pas de médecins. C'est ça. Bon, c'est tout. Bon, exactement. Voilà la réalité. Non, on est d'accord. Moi, je peux vous donner deux chiffres. Je vais vous donner deux chiffres. Dans les bassins de vie ruraux déficitaires, vous savez, le chiffre de base, c'est 0,83 médecins pour 1000 habitants. Ça, c'est la maille. Et bien, pour arriver à cette maille-là, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, il y a quand même 3388 médecins pour égaliser à la moyenne, qui manquent dans ces bassins de vie ruraux. Et de l'autre côté, en miroir, il y a quand même 2266 médecins généralistes excédentaires. Alors, excédentaires entre guillemets. Oui. Mais n'ayez pas peur des mots. Dans les excédentaires. Il y a des endroits où il y a trop de médecins, des endroits où il n'y en a pas assez. Soyons clairs. Employons les bons mots. J'ai une solution aussi. Si on veut 4000 médecins supplémentaires, on fait la chasse au rendez-vous non honoré. Bon, 4000 médecins annuels, c'est énorme. Alors, ça, c'est de 1. De 2, excusez-moi, vous avez dit la première mesure prioritaire, Monsieur Garot, c'est de conduire les internes à aller dans des sites, etc. Moi, j'ai dit la première mesure prioritaire, c'est celle de 1. Nommer davantage d'internes et ensuite d'anticiper ce qui va arriver, qui est encore pire que ce qui se passe actuellement. Il faut les former.
Mais il n'y a pas de problème. Donc on va attendre que tous ces internes soient formés. Et en attendant, les gens n'ont pas de médecin. Les gens qui sont en dernière année de médecine, il y en a qui n'accèdent pas à l'internat parce qu'il n'y a pas assez de place sur certains endroits. Nous, on est prêts en ville à ouvrir nos cabinets s'il n'y a pas assez de capacité de formation dans les hôpitaux. On est là, on est prêts. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais j'ai l'impression que les corporatismes, pardonnez-moi, je vais être très dur. J'ai l'impression que dans cette situation, ce problème des déserts médicaux, les corporatismes s'exercent, mais comme j'ai jamais vu, nulle part. On n'arrive pas à trouver de solution. Oui. On n'arrive pas à trouver de solution pour régler ce problème des déserts médicaux dans ce pays. Il y a bien donc un problème quelque part. Alors, pardon. Il y a aussi le problème, les jeunes, ils font le calcul, la médecine libérale a de moins en moins de succès en raison de comment elle est valorisée par rapport à l'Europe. Alors ça c'est important. Et ça, du coup, les jeunes, ils vont se tourner vers l'exercice salarié. Et l'exercice salarié, pour l'État, il n'est pas rentable. Donc ça coûte davantage d'argent. Alors moi, je vais vous dire aussi, il y a d'autres choses. C'est qu'aujourd'hui, le jeune médecin qui s'installe, homme ou femme d'ailleurs, il n'a pas envie de travailler 70 heures comme le faisait le médecin rural à une certaine époque. Je me souviens, on l'a tous connu. On l'a tous connu. Aujourd'hui, il peut-être même préfère-t-il travailler à mi-temps. Je ne condamne pas. La moyenne est quand même à 55 heures actuellement. Ça veut dire que quand même, ça travaille en ville, en libéral. Il reste encore des anciens médecins, comme vous, madame. Les anciens médecins, oui, travaillent beaucoup. Oui. Peut-être que les jeunes médecins n'ont plus envie de beaucoup travailler. Peut-être que sur ces questions-là, le dialogue et la concertation fera avancer les choses, parce que sinon, on s'oppose les uns les autres. Et moi, juste pour vous dire, quand on discute avec les uns et les autres, avec les pharmaciens, avec les kinés, avec les syndicats de jeunes médecins, quand on discute avec les sapeurs-pompiers, vous savez qu'en milieu rural, c'est les sapeurs-pompiers qui sont aussi une clé d'entrée pour pouvoir transporter les personnes. Quand on discute avec les ambulanciers, quand on discute avec les services d'urgence et autres, on s'aperçoit que l'idée de faire connaître le monde rural à travers des stages hors lieu de formation, puisque vous savez que les lieux de formation, ce sont les métropoles. C'est à Dijon, c'est à Marseille et autres. Et que les jeunes puissent venir et être accompagnés, comme on le disait tout à l'heure. Ça permettrait peut-être d'abord de démystifier ce que c'est que la campagne. Il fait bon vivre chez nous, hein. Non, mais pas de vivre ensemble. Non, mais je suis d'accord. Du coup, derrière, on en est aussi quelques-uns en plus, sans que ce soit la guerre annoncée. Alors la situation est catastrophique, je peux vous le dire. Et je vois Marc, qui est médecin dans le Gard. Je connais bien ce département. Il est le seul médecin de son village. Il va dans des villages alentours où il n'y a pas de médecin. La situation est catastrophique. Il a raison, Marc. Et moi, j'essaie de penser à toutes celles et ceux qui vivent dans ces zones qui sont sous-dotées. Alors, il y a une autre solution. C'est le partage des tâches. Lorsque je dis partage des tâches, c'est le partage des actes. Il faut absolument que les médecins acceptent. C'est pas toujours facile, mais que les pharmaciens, que les kinés, que les infirmiers ou infirmières, fassent des actes médicaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce qu'ils sont présents parfois là où il n'y a pas de médecin. C'est peut-être l'une des solutions. Il faut que les médecins l'acceptent. Je sais bien que ça va pas être facile. Hein, c'est déjà engagé. Oui, c'est déjà engagé, mais enfin, on a compris ça. Timidement, en effet, pas partout. Le frein essentiel, c'est quand même, par exemple, le pharmacien, on lui donne beaucoup de prérogatives. Je vous arrête, on va en parler. Il n'a pas de formation clinique dans sa formation. Ça y est, ça commence. Ça commence. Oui. Il n'a pas de formation. Alors n'importe qui peut pas s'improviser médecin. Il vaccine le pharmacien. Déjà, il vaccine. Bon, très bien. Il peut faire autre chose. Il est 11h30. On va en parler. Il est 11h30. Vous êtes sur Sud Radio. Allez-y. Vous réagissez. 0826 300 300. Il est 11h34. Nous parlons des déserts médicaux. Comment faire pour offrir des soins à toute la population d'une manière équitable. Nous avons des témoignages. 0826 300 300. Témoignage de Marc qui est à Congéniès dans le Gard. Bonjour. Ah bon. Je suis Daniel. Bonjour à tous et merci pour votre appel. Vous êtes médecin de votre village. Combien d'habitants ? D'abord, on ne dit pas Congéniès, on dit Congénie. Hein. Oui, tout à fait, on dit Congénie. On va dire 2000. Mais je vais revenir à tout ce qui a été dit jusqu'à présent par mes collègues. Je le respecte totalement, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout. Voilà, je vais expliquer
Assez vite, Marc, assez vite, parce que j'ai beaucoup d'appels. Voilà. Alors justement, quand on parle de désert médical, on parle de désert tout court. Je viens d'un désert dans l'Aveyron, et je peux vous assurer qu'il n'y avait rien. Que vous trouvez plus de postes, plus de voitures, plus de trains, plus de communication. Même SFR m'a remboursé le. Oui, mais c'était il y a quelques années, Marc, dans l'Aveyron. Il y a quelques années, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, bah oui, les choses ont évolué. C'est en pire, c'est pas en mieux. Donc ça fait 10 ans que ça n'évolue pas, que nos hommes politiques ne font rien, qui compliquent avec le LAS. Non mais Marc, quelle est la situation médicale? Alors, la situation, quand vous n'avez rien autour de vous, que pendant 10 ans vous avez fait des études et que j'ai entendu l'autre fois que nos études étaient payées, quand je vois ce que nous faisons là, parce que là, si vous voulez ma colère, je l'aurai. Nous avons, pendant 10 ans, nous travaillons dans les hôpitaux et nous faisons les larbins. Et de toute façon, si nous n'étions pas là, ça ne marcherait pas aussi bien. Les zones surdotées, il n'y en a pas. Alors nous, les médecins, nous ne sommes pas assez nombreux. Au lieu de nous respecter, de nous ménager, on nous frappe. Alors si on était trop nombreux, je ne dis même pas ce qu'on nous ferait. Non, ça, c'est lamentable. Quand vous avez, attendez, 10 années d'études, est-ce que vous iriez, vous, dans un désert médical où vous avez juste, même plus de postes, mais que vous avez juste, et vos enfants, vous avez des enfants? Eh bien, c'est très bien le matin quand vous les amenez qu'il neige, et que les enfants, vous les êtes obligés de laisser, parce qu'en plus, il y a les gardes de nuit. Les gardes de nuit, on en parle des gardes de nuit, quand on m'appelait la garde de nuit, que ma voiture, elle Bon, alors Marc, la situation. Alors, que faire? Partager les actes, par exemple. Alors là, je vais vous dire une chose, monsieur. Si vous voulez un avion, appelez donc un ingénieur plutôt qu'un technicien supérieur, même si je respecte les deux. Ouais. Ça dépend. Si vous voulez une voiture, vous voulez la faire par qui? Corporatisme, Marc, corporatisme. Ce n'est pas du corporatisme, monsieur, c'est 10 années d'études. Alors on nous impose de faire 10 années d'études pour nous faire remplacer par des gens qui en ont fait 3. Moi, je veux bien, mais alors venez pas vous plaindre si un jour on confond un mouton avec une verrue. Ne soyez pas. Non, mais alors votre solution, c'est quoi, Marc? Eh bien, écoutez, je suis bien désolé, justement, vous voyez, c'est que on est passé de 60 millions d'habitants à 67 millions et que nous avons baissé le nombre de médecins et que par conséquent, maintenant, on en paye le prix. Alors, forcer les gens à faire des choses, non, il faut les donner une attraction. Eh bien, écoutez, redynamisez, remettez des routes, remettez des trains. À Villefranche-de-Rouergue, il n'y a plus de train de nuit, tout simplement parce qu'on l'a mis sur Internet. À Congénie, pardon de vous dire, je connais le Gard aussi bien que vous, sinon plus. Pardonnez-moi de vous dire, Marc, mais à Congénie, il n'y a pas de souci franchement, on n'est pas dans un désert. Là, on est peut-être dans un désert médical. Bien, monsieur, mais quand on m'appelle la nuit, quand on m'appelle le samedi et le dimanche, c'est super, j'adore. Mais Marc, c'est un désert médical. Alors, mais toutes les zones, allez donc à Paris, on a parlé de l'Île-de-France, c'est un désert médical aussi, car vous avez le prix des locaux qui sont tellement importants que finalement ce que vous gagnez ne vous apporte pas ce que vous attendez. Quand vous n'avez pas de train, moi je vous dis, j'étais dans un désert médical, maintenant je suis dans un autre parce qu'on a de la famille aussi. Moi je me suis rapproché de ma famille parce que ma mère ne pouvait plus vivre dans cet état. Je me suis rapproché d'elle, j'ai quitté l'endroit où j'étais fort bien, mais parce que j'avais un certain âge. Mais je pense qu'un jeune, lui, il a envie de sortir, il a envie de bouger, il a envie de voir, il n'a pas envie d'être appelé la nuit et le lendemain matin. Donc moi je respecte les gens qui sont dans cet état-là. Remettez de l'activité dans les voilà, quand vous avez des grands supermarchés dans un petit village où vous avez même plus au centre un boucher, un boulanger que lui s'arrête, alors lui s'arrête et nous on devrait continuer, c'est-à-dire qu'en fait je vais faire 40 bornes pour envoyer mes chèques, pour envoyer ceci et cela. Non, ça c'est inadmissible d'entendre des choses pareilles. Bon, Marc, on n'est pas en Australie, dit notre représentant des maires ruraux. Mais lui il raconte sa réalité. Oui, il raconte. Moi aussi, docteur, moi aussi. Oui, mais vous y allez pas à 3h du mat. Moi, je suis maire d'un village dans la Nièvre, Varzy. Oui. Alors après, on peut me qualifier de désert ou ce que vous voulez, mais honnêtement, de ce que j'entends, il l'a vécu, il l'a subi et autres, mais c'est pas partout comme ça. Et puis, honnêtement, en France, on est la 6e puissance au monde. Donc, nous faire croire que faut faire des routes et autres. Qu'on s'intéresse au milieu rural, alors que ces 40 dernières années, on a entassé les gens dans les villes. On a jugé que les métropoles allaient irriguer le territoire. On peut changer ce fusil d'épaule. On a besoin, nous. Et effectivement, ça sera un facteur d'activité supplémentaire. Alors, je voudrais venir... D'abord, on va écouter notre témoignage, celui de Jean, qui est restaurateur, qui est dans l'Essonne, à Longjumeau. Bonjour, Jean. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Jean, vraiment. Alors, à Longjumeau, il y a 22 000 habitants. Oui. Vous avez perdu 5 médecins partis à la retraite. Oui. Qui n'ont pas été remplacés. Non. Mais pourtant, pourquoi? Genre, parce qu'on ne veut pas vivre à Longjumeau? Non, j'avais un médecin qui est mon médecin de famille, puisque ça c'était bien aussi les médecins de famille. Oui. Ils avaient l'identité de toute la famille. Le mien, il a soigné mes grands-parents, mes parents, moi. Mais oui, mais Jean,
à 75 ans, il a pris, ou 73 ans, il a fini par prendre sa retraite, parce qu'évidemment, il y en avait 5, ils avaient un cabinet médical qui fonctionnait très bien. Les 5 ont été dans la même situation. Ils n'ont pas retrouvé de repreneur, mais comme c'était les deux qui étaient mes médecins, c'était aussi des copains, ils vous expliquent aussi pourquoi. Je veux dire, je me suis aperçu que mon métier de restaurateur qui peine à trouver du personnel, eh bien, il me signifiait exactement les mêmes problématiques que dans mon métier. Et je trouvais ça incroyable. Parce que médecin, ça reste pour moi quand même un métier extraordinaire. Bien sûr, mais c'est un métier extraordinaire. C'est un sacerdoce, sauf qu'il m'expliquait tout simplement, c'est que les jeunes médecins ne veulent pas faire les horaires et le travail pénible. Ce que je comprends, mais je comprends. C'est compréhensible, mais c'est quand même incroyable que j'ai aussi un copain dermato qui me dit qu'il doit avoir 70 ans, qui travaille sur Antony, qui a une très belle clientèle. Il m'a dit, moi, j'ai pas de repreneur parce que les jeunes ne veulent pas gagner autant d'argent que moi. C'est assez curieux comment il m'a expliqué. Ils n'ont pas envie de se payer une grosse voiture. Ils veulent du temps libre. Ils veulent du temps libre. Mais oui. Donc, ce qui est incroyable, c'est que vous entendez tous les métiers qui ont une certaine, pas pénibilité, mais qui ont un travail physique ou un travail qui prend du temps. Les gens aujourd'hui, et le Covid n'a fait qu'amplifier la situation, parce que les gens se sont rendus compte que finalement, gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et finalement pour avoir des problèmes de santé, parce que les médecins ont aussi des problèmes de santé, parce qu'ils avaient une vie aussi, ils se déplaçaient. Moi, j'ai connu mon médecin, il se déplaçait. Après, il ne s'est plus déplacé. Bien, Jean, merci pour votre témoignage. C'est une réalité. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les jeunes médecins n'ont pas envie de vivre la vie des médecins aînés, de famille. 45% de burn-out, 2,5 fois plus de taux de suicide par rapport à la population générale. Chez les médecins. Le temps de travail n'est pas réservé qu'aux médecins, les infirmières, c'est la classe d'âge. Alors je voudrais qu'on aborde le partage des actes. Ne nous enfermons pas que sur les médecins. Hein. Je voudrais qu'on aborde le partage des actes. Pourquoi ? Tiens, je vais vous donner un exemple. En Bretagne, il y a des pharmaciens qui prennent en charge des petits maux. C'est un accord passé avec les médecins. Alors c'est très simple, 13 mots ont été répertoriés avec les médecins. Et les pharmaciens passent 15 minutes avec un patient, comme si le patient allait chez un médecin. Les brûlures, les rhinites, les piqûres d'insectes, les plaies simples, le mal au dos, la conjonctivite, tout ça, c'est le pharmacien qui traite. Mais n'est-ce pas l'une des solutions ? Vous avez vu que la Covid a ouvert les portes. Vous avez vu la Covid. On a vu d'abord des médecins retraités, heureusement qu'ils étaient là. Oui. Nous, les mairies, on a mis des locaux à disposition pour les vaccinations. Vous avez vu des kinés, il y a quelques kinés qui ont vacciné aussi. Hein. Oui, pas toujours. Mais oui, parce que quand ils ont fermé, leur établissement, ils ont voulu donner à voir, et donc il y en a quelques-uns, hein, je pense. Et les pharmaciens l'ont fait. Donc on voit bien que c'est possible. Les renouvellements d'ordonnances, pareil, si ça pouvait être. Alors, est-ce qu'il faut transférer certains actes effectués par des médecins à d'autres professionnels de santé ? C'est la question que je pose, Guillaume Garot. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, je suis d'accord avec ça. Il faut que ça se fasse évidemment sous le contrôle des médecins. Mais je pense qu'il faut en effet aller beaucoup plus loin et surtout aller beaucoup plus vite pour qu'il y ait un partage de compétences. Ça se fait, vous l'avez dit, Monsieur Bourdin, dans certains départements, et ça se passe bien. Mais aujourd'hui, on a un problème de formation, je pense en particulier ce qu'on appelle les infirmières et infirmiers en pratique avancée. On ne forme pas suffisamment d'infirmiers et d'infirmières pour pratiquer ces tâches-là. C'est une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule, mais si on met plus de régulation, si on met davantage de partage de compétences, si on écoute aussi, moi je suis sensible à ce que nous disent nos jeunes internes. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'ils veulent travailler davantage en équipe. On sait très bien aujourd'hui qu'ils veulent travailler aujourd'hui sans être isolés. Ça veut dire aussi avoir un lien avec, par exemple, le plateau technique de l'hôpital. Tout ça, il faut y répondre. Mais je leur dis à nos jeunes médecins, ne refusez pas la régulation. Franchement, parce que si vous êtes bloqué sur des positions qui ne permettent pas d'avancer, on va désespérer des millions et des millions de Français. Rappelons juste une chose, hein, il y a 11% des Français qui n'ont pas de médecin traitant et il y a 8 millions de Français qui ont des difficultés d'accès aux soins. 8 millions de Français. Mais donc, évidemment. Il faut des solutions. Et sur la régulation, si je puis intervenir. Oui, docteur Valérie Briolle. Merci, en temps de parole. Vous savez, elle existe depuis des années pour les pharmaciens. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de difficulté en France pour trouver une pharmacie. Le seul problème qui se pose pour les pharmaciens, c'est que la désertification médicale
un effet direct, et on comprend bien puisqu'il n'y a plus de prescripteurs, sur la présence de pharmacie. Mais on a réussi à répartir de façon très harmonieuse les pharmaciens. Bon, alors les pharmaciens, ça a fonctionné pour les pharmaciens, dit Guillaume Garot. Docteur Briol. J'ai deux choses à dire là-dessus, que Monsieur Garot a abordé d'ailleurs, ce sont les problèmes de formation. C'est pas tant aussi le nombre que la qualité de formation. Le pharmacien, il y a peut-être des petites formations ponctuelles pour qu'il vaccine, etc. Il y a déjà des choses qui sont faites comme ça, des conseils aux pharmaciens, c'est très bien, mais ça pose plusieurs problèmes, le problème de confidentialité. Dans la pharmacie, vous êtes dans la queue, vous avez ça, vous avez ça. Non, mais ce qui se passe en Bretagne, ils organisent un lieu, un endroit où le patient peut consulter le pharmacien. Le pire du pire, c'est la responsabilité. C'est-à-dire vous formez, alors on essaye de la diluer, cette responsabilité, dans les CPTS et de la faire porter sur le chapeau du médecin qui aura écrit le protocole. Or, c'est complètement déplacé. Quand il y a un problème, il y a une faute, on va remonter au médecin qui n'aura pas vu le malade pour dire la personne qui avait mal à la mâchoire, c'était pas une carie, c'était un infarctus. D'accord ? Non, mais attendez, docteur Briol. Briol, attendez, ne partons pas dans tous les sens. Je vous demande simplement, est-ce que vous êtes favorable au partage des actes ? On est favorable au partage des tâches administratives. Ah voilà. Déjà. Voilà. Des tâches administratives, mais pas des actes. Et des surtout actes, pas. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Dès lors que vous avez déterminé, en ayant vu le patient, ce qui relevait de l'un ou de l'autre. Ouais. Mais donc, attendez, comme ça se passe en Bretagne, un patient qui va voir son pharmacien parce qu'il a une petite brûlure, une rhinite, une piqûre d'insecte. Alors, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est déjà fait, Monsieur Bourdin. Non, mais d'accord. Qu'est-ce que ça change à l'accès aux médecins ? Ça change, plus simple. C'est-à-dire que ça change. Je vais vous dire ce que ça change. Ça change que le patient, il ne va pas aller voir son médecin. C'est déjà fait dans toutes les pharmacies. Ils font ça déjà. Peut-être que le médecin, parce qu'il faut qu'il garde la notion de parcours de soins. Peut-être que ça, c'est une garantie pour tout le monde. Le patient, les collègues de la professionnelle, enfin les autres professionnels de santé, le médecin et ou le pharmacien. Moi, je pense qu'il y a ça qu'il faut arriver à tenir. Mais il y a quand même des situations où, notamment quand on n'a pas de médecin référent et qu'on a une plaie quelque part, si l'infirmier qui eux sont formés spécialement là-dessus n'interviennent pas avec un posteriori que le médecin va pouvoir faire, parce qu'il faut quand même qu'il donne la garantie. Mais honnêtement, on s'en sortira pas. Mais évidemment. Tiens, Joël est infirmier libéral. Il va nous parler de tout cela. À tout de suite. 11h47. Il est 12:10. La réalité, c'est que certains patients qui ne trouvent pas de médecin vont aux urgences, évidemment. Et ça engorge parfois les urgences. Alors, je regardais ce que disait l'Ordre des infirmiers de France, qui fait des propositions, qui dit les prérogatives des infirmiers pourraient s'élargir encore. Renouvellement d'ordonnances, prescription dentalgique, de prise de sang ou de prélèvement, surveillance de la tension, plus de la confirmation de la possibilité de vacciner, d'établir des certificats de décès. Voilà ce que dit l'Ordre des infirmiers. Et les kinés, eux, souhaitent en accès direct soigner certaines entorses, des douleurs à l'épaule, des tendinites ou des lumbagos. Est-ce que c'est la solution ? L'une des solutions. Tiens, Joël est infirmier libéral dans le Cantal. Bonjour Joël. Bonjour Jean-Jacques. Merci Joël d'être avec nous. Ça va ? C'est pas de souci. J'ai entendu cette information ce matin en vous écoutant sur ma tournée. J'ai cru faire un malaise. Pourquoi ? Écoutez, après 33 ans de carrière hospitalière, donc à 30 ans de réanimation, 20 ans d'urgence dans une grande métropole de France. Oui. Depuis 2010, je suis infirmier libéral remplaçant. Je suis dans le Cantal. Donc déjà, je voudrais dire une chose, c'est que nous sommes, en tant qu'infirmiers, nous sommes les yeux, les oreilles et les mains des médecins. On travaille en étroite collaboration et d'autant plus vrai aujourd'hui que on est conscient qu'ils sont débordés, tout comme nous. Donc là, quand j'entends tout ça, moi, je me dis, il y a quelque chose qui va plus là. Parce que si j'ai un patient ou une patiente qui présente des signes qui m'inquiètent, qu'est-ce que je fais ? En plus des soins que je dois faire tous les jours. Je prends mon stéthoscope, je prends mon tensiomètre, je sculpte la patiente. Mon passé peut me permettre de faire une auscultation complète, à la fois neurologique, abdominale, voilà. Et si c'est pas une urgence vitale, j'appelle le médecin, je lui donne
les signes que j'ai recueillis, avec éventuellement mon diagnostic, et je lui dis, ben voilà, dans les 24 heures... C'est ce qu'on appelle le partage des compétences, oui, Joël. Le partage des compétences. Il y a une confiance est mutuelle. Donc il faut élargir ce partage des compétences. Oui, mais pas dans le cadre qui est proposé par l'ordre des infirmiers. Des infirmiers. Pourquoi ? Parce que ce matin, j'ai entendu monsieur le docteur Hamon, que j'apprécie énormément, et ce docteur a tout à fait raison. Nous, si on a un diagnostic, bon, d'abord, j'en reviens à ma consultation. Très vite, Joël, très vite. Ben, si on a un diagnostic, il faut bien que je passe pour le médecin. Je n'ai pas le droit de prescrire, même si je sais ce qu'il faut. Mais c'est pas une aberration. C'est une aberration complète, ce système-là. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est une aberration, c'est ce que demande l'ordre des infirmiers, de pouvoir s'élargir encore, renouveler des ordonnances, prescrire des antalgiques, des prises de sang, des prélèvements, surveiller la tension, ce que vous faites d'ailleurs, en plus de la confirmation de la possibilité de vacciner, d'établir des certificats de décès. Bon, voilà. Écoutez, moi je ne sais pas, Joël, merci pour votre témoignage, mais le partage des actes, c'est peut-être l'une des solutions. Il y en a d'autres. Oui, parce qu'on aura toujours le noyau dur des patients qui ont besoin d'un diagnostic médical, qui ont des maladies complexes, intriquées, et dont le point d'appel peut être l'impression d'une tendinite, mal à l'épaule gauche. C'est un infarctus, monsieur Bourdin. Vous êtes représentante de médecin. Que suggérez-vous en 30 secondes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Priorité absolue. Nommer davantage d'internes. Deuxièmement, maintenir ceux qui sont en exercice le plus longtemps possible. Donc ça, on a parlé de réduire les cotisations retraite. 3, valoriser le métier à hauteur. C'est-à-dire maintenir le plus longtemps possible. C'est-à-dire ceux qui cumulent emploi-retraite, on leur demande de payer des cotisations retraite plein pot qui leur en bénéficient pas. Donc ça, il y a un amendement qui est en cours, porté par monsieur Juvin. On va voir si ça va jusqu'au bout. Ensuite, on a dit protéger le temps médical, ça passe par légiférer sur les rendez-vous non honorés, parce que ça représente 4000 médecins par 28 millions de rendez-vous non honorés. Ça, c'est important. Et puis, valoriser à hauteur de la moyenne européenne. Et ça sera un vrai signal. Les jeunes vont avoir valoriser l'acte médical. Bien sûr. Bon. Et dites-moi, dans les communes de France, quelle solution? Vous avez 30 secondes. Écoutez, sur ce milieu rural, où on n'a pas toujours un médecin référent, mais on a ces hussards de la santé que vous avez eu au téléphone, ce sont les infirmiers, 365 jours par an, ils sont là le matin et le soir. Nous, ce qu'on pense, c'est que la maille territoriale départementale pour accueillir de nouveaux médecins, de nouveaux professionnels de santé, ça c'est de la proximité. On pense également que les pratiques avancées sont nécessaires, peut-être pas suffisants, mais sont nécessaires. Et donc moi je suis pour cette idée de partage sous contrôle du médecin. Je suis sur l'idée d'élargir le spectre. Dans le cadre de maisons de santé, exactement, de maisons communes, bien évidemment, de maisons en lien communes. avec le centre hospitalier de proximité. Voilà. Il faut qu'on arrive à gérer ces affaires-là, comme ça se fait via le service des urgences, puisque on sait que les urgentistes ont un panel incroyable pour intervenir sur tout un tas de problématiques. Et après, il faut le traitement de fond, pas symptomatique. Et pas que l'urgence. Vous avez raison. Alors, merci Monsieur Bourdin de nous avoir invités. Non, mais le milieu rural, il a besoin de ça, parce que ça, l'inégalité d'espérance de vie en milieu rural, pour un homme, c'est 2,2 ans en moyenne, quand on est en ruralité, par rapport à un urbain. Pour une femme, madame, c'est 0,9 années. Donc on a besoin de se mobiliser, on a besoin que l'État prenne ses responsabilités, mais c'est par le dialogue et la concertation qu'on pense que les choses, elles pourront évoluer ensemble. Évidemment. Une gouvernance partagée entre nous. Merci, il est 11h57. Merci.